Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore un témoignage personnel, vraiment très fort. Ça vient d'un chapitre autobiographique qui s'appelle « 2015, je m'enfuis ». C'est l'histoire d'une rupture, bon, plus qu'une rupture en fait, une fuite pour se sauver d'une relation toxique, et puis tout le combat derrière pour garder le lien avec sa fille. Notre but, c'est un peu de décrypter cette expérience, cette résilience aussi. Tout commence, ou plutôt tout bascule, en juillet 2015. L'auteur décide de partir. Il décrit une ambiance devenue impossible, beaucoup de culpabilisation. Et au moment de partir, il y a cette phrase terrible de son ex. « Regarde-la bien, parce que tu ne la verras plus », en parlant de leur fille. Du chantage affectif pur et dur. Ça le met dans une position intenable dès le début. Exactement. Alors, après cette fuite, il refait sa vie, enfin, il essaye. Il s'installe seul, près de la mer. Il raconte un été passé avec sa fille qu'il décrit comme un paradis sur Terre, une vraie bouffée d'air. Mais ça contraste fort avec la solitude qu'il ressent après, l'hiver, dans cette grande maison vide. Ce qui l'a aidé à tenir, et ça peut paraître simple, c'est une association sportive. Des retraités dynamiques, dit-il. C'est loin d'être anodin, ce type de lien social, bienveillant, stable, peut-être un peu en dehors de l'agitation. Ça offre un ancrage, surtout quand on sort d'une situation de chaos comme celle qu'il décrit. C'est souvent dans ces moments de calme retrouvé que la compréhension commence à émerger. Oui, justement. C'est là qu'il commence à mettre des mots sur ce qu'il a vécu. Grâce à des lectures, un reportage télé aussi, il tombe sur le concept de pervers narcissique. Et le témoignage d'un autre homme, ça lui fait un choc. Il se dit « mais c'est mon histoire ». C'est une étape clé, cette identification. Alors, le terme pervers narcissique, bon, il est très médiatisé, c'est pas un diagnostic clinique officiel en soi, mais il décrit bien ici un ensemble de comportements. La manipulation, l'emprise, l'abus émotionnel. Comprendre ça après coup, réaliser qu'on a été une proie, comme il dit, sans s'en rendre compte, c'est à la fois libérateur, parce que ça explique, mais c'est aussi hyper effrayant, rétrospectivement. Oui, on imagine. Mais cette reconstruction, elle est constamment attaquée par la difficulté à voir sa fille. Les appels sont bloqués, il y a toujours des prétextes. Il raconte des stratégies, mais incroyables. Devenir accompagnateur pour les sorties piscines de l'école. Ça voulait dire faire des allers-retours en train pour passer, 20 minutes dans le bus scolaire avec elle. C'est fou. Juste pour lui montrer. Je suis là, je ne t'abandonne pas. Il dit qu'une photo d'elle au-dessus de son ordi, c'était ça, son moteur. C'est une détermination qui est remarquable. Parce qu'elle s'oppose à ce qui ressemble fort à des tactiques d'aliénation parentale, ces obstacles constants, le dénigrement probable, et puis vous parliez des messages vocaux. Oui, le supplice des messages vocaux de sa fille en pleurs qu'il sentait orchestrés par la mère. Ça anéantissait tout le travail qu'il faisait sur lui. C'est dévastateur, ça. Ça vise clairement à briser le lien affectif. C'est insidieux. Il subit aussi du harcèlement par téléphone, par mail. Il dépose une main courante à un moment donné. Mais il hésite à porter plainte. Et il raconte qu'une fois, un policier lui avait dit un truc du genre « Vous ne pouvez pas vous débrouiller tout seul ». Ça montre bien la difficulté parfois pour un homme victime de harcèlement, de la part d'une ex, d'être vraiment pris au sérieux. Tout à fait. Et c'est là toute la complexité. Il est pris en étau, cet homme, entre son besoin de se protéger lui-même et son devoir, son envie de protéger ce lien avec son enfant. Et en face, il y a une manipulation qui va très loin, jusqu'à des accusations extrêmement graves. Il parle même d'une accusation de relation incestueuse. Le but semble être l'anéantissement total. Et ça finit par s'envenimer, au point d'aller en justice. La mère demande la garde exclusive. Son avocate, à lui, sent que la petite, qui a 7 ans à l'époque, souffre beaucoup et lui conseille de demander une audition de l'enfant par un avocat spécialisé. Une étape délicate. Très délicate. Et la réaction de l'ex-conjointe à cette demande, il la décrit comme un tsunami de violence. L'audition a lieu. C'est un moment fort. La petite dit à l'avocate des mineurs, avec ses mots d'enfant, mais avec force, « Je n'aime pas ma mère. Je la déteste. » Quel courage! Énorme courage. Mais l'idée de devoir répéter ça devant un juge la terrifie, et elle se rétracte. Ça illustre parfaitement la difficulté. Ce récit montre une résilience incroyable, oui, face à une manipulation, une adversité psychologique extrême. Le lien à l'enfant est clairement le moteur de cette lutte acharnée, mais ça expose aussi les défis pour le système judiciaire. Comment recueillir la parole de l'enfant dans ces situations d'aliénation sans la traumatiser encore plus? C'est très complexe. Effectivement. Ce qui nous amène peut-être à la question finale pour cette plongée.
Quand on est face à des stratégies qui visent à détruire ce lien parent-enfant, comment on fait pour trouver l'équilibre? L'équilibre entre se protéger soi-même, pour pas couler, et mener ce combat pour l'enfant qui est essentiel. Où est-ce qu'on met la limite, en fait, entre sa propre survie et la protection de l'enfant?